Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question dans quelle langue pensent les bébés? Je sais que la question paraît un peu bizarre, mais ils doivent bien avoir une sorte de réflexion étant donné qu'ils passent leur temps à donner du sens à ce qui se passe autour d'eux. Donc même s'ils n'ont pas de langage dans le sens où nous l'entendons, ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Par exemple, un bébé élevé par sa mère comprend très bien le concept de maman. Maman, c'est la personne qui le soulage de sa condition humaine d'une certaine façon. C'est maman qui le nourrit quand il a faim, qui lui donne à boire quand il a soif et qui le nettoie quand il se fait caca dessus. En gros, c'est maman qui l'empêche de crever plusieurs fois par jour. Donc je pense que le concept de maman est très clair pour un bébé, même s'il n'a pas encore lié le son maman avec ce concept familier. Le langage est un outil qui consiste à lier des sons avec des concepts dans le but de communiquer. C'est un outil extrêmement utile, surtout quand on a du mal à faire quoi que ce soit tout seul. Imaginez qu'un bébé a soif et qu'il voit de l'eau sur la table. Après avoir essayé de l'attraper tout seul, il va essayer de communiquer avec sa mère pour qu'elle lui donne l'eau. Donc s'il a déjà réussi à lier le sentiment de soif avec le son soif, alors il va essayer d'appeler sa mère, va pointer l'eau du doigt et va essayer de prononcer le son approprié à la situation. Et tout ça pour maximiser ses chances de communiquer ce qu'il veut à sa mère. Mais je ne doute pas qu'au fond de lui, il aura un sentiment bien plus complexe qu'il exprimerait différemment s'il avait un langage plus développé. Maman, tu vois bien que ça fait 3 plombes que j'essaye de choper l'eau sur la table, mais je galère. Je sais que tu le sais parce que tu me regardes faire depuis le début et t'as l'air de trouver ça super drôle, mais je te jure que si je ne bois pas dans les 2 prochaines minutes, je vais littéralement crever de soif. File-moi la flotte une bonne fois pour toutes, merci bien. Voilà, donc une fois que l'enfant a réussi à développer un contrôle suffisant de son corps et qu'il a pu développer un vocabulaire très simple, comme caca, pipi, maman, doudou, soif, en gros un vocabulaire très pratique qui découle de ses expériences directes, il va petit à petit être exposé par le langage à des concepts de plus en plus complexes, comme amour par exemple, qui a déjà une définition différente selon la situation ou la personne qui l'emploie. Et à ce moment-là, il ne va plus pouvoir lier un concept clair à un son, mais il va comprendre que ce même mot s'applique à différents concepts qui ont quelque chose de similaire en commun. Cette fois, c'est le mot qui va le pousser à essayer de bien cerner le concept. Il existe une citation de Samuel Johnson qui est la suivante: « Le langage est l'habit de la pensée ». Mais pour ce dernier exemple, c'est comme si la pensée allait prendre forme de l'habit, et pas le contraire. Et c'est justement là où la culture qui a créé le langage va pousser la personne à avoir des réflexions ou à faire des distinctions qu'il n'aurait pas forcément faites si le mot n'existait pas dans son langage. Parce qu'il faut souligner le fait que les mots que nous utilisons ne sont pas les nôtres. Je n'ai personnellement pas inventé ce langage. Les mots que j'utilise aujourd'hui pour communiquer mes réflexions avec vous sont des mots qui ont été développés par les habitants du bout de terre qu'on appelle aujourd'hui la France. Et les mots du langage français ont été créés par ces gens pour faire face à des problèmes rencontrés sur notre terre, que ce soit des problèmes physiques ou sociaux. C'est-à-dire que certains de nos mots sont propres à la culture du terrain. Il existe d'ailleurs l'exemple classique du dialecte inuit parlé dans la région Nunavik du Canada qui a au moins 53 mots pour décrire la neige. Et s'ils utilisent tous ces mots, c'est certainement que c'est très important pour eux de pouvoir faire la différence entre toutes ces sortes de neige. Mais le langage qu'on utilise ne nous sert pas seulement à faire des distinctions entre différentes choses similaires. Le langage peut littéralement influencer nos capacités. Il existe un groupe d'aborigènes du nord de l'Australie par exemple qui n'utilisent pas les mots droite, gauche, devant ou derrière pour se situer dans l'espace. Ils utilisent les points cardinaux. Ils ne diront donc pas « tu me passerais le ciel à ta gauche s'il te plaît ?» mais plutôt « tu me passerais le ciel qui est au nord-nord-ouest s'il te plaît ?» C'est-à-dire que pour se situer dans l'espace, ils utilisent des points de référence absolus plutôt que le point de vue de l'observateur. Attends, Simon, t'as un bout de pomme de terre sur ta joue sud-ouest. Oh. Merci. Le résultat est que pour les membres de ces tribus, il est essentiel de savoir constamment où ils se trouvent par rapport aux points cardinaux pour pouvoir parler leur langue correctement. Et c'est-à-dire que le langage qu'ils utilisent leur donne des capacités d'orientation souvent considérées comme surhumaines. Ils arrivent littéralement à garder le nord constamment, même sur des terrains inconnus et même à l'intérieur de bâtiments dans lesquels ils n'étaient jamais allés. Tout ça pour dire que les mots et le langage que nous utilisons a une énorme influence sur notre façon de penser et sur notre façon de percevoir le monde. Imaginez si le mot liberté n'existait pas par exemple. Ça ne voudrait pas forcément dire que vous ne pourriez pas ressentir un sentiment de liberté, mais ça veut juste dire que ce sentiment ne sera pas très clair et qu'il vous sera extrêmement difficile de le communiquer à d'autres personnes.
Et donc maintenant vous pouvez certainement mieux comprendre comment en interdisant des mots ou en les remplaçant par des mots plus corrects entre guillemets, nous pouvons empêcher certaines idéologies dérangeantes de gagner trop de terrain. Il y a des mots, et avec ces mots, je peux penser une réalité sociale. Alors évidemment, quand on m'enlève des mots et qu'on m'en met d'autres à la place, on ne pense pas de la même manière la réalité sociale. On trouve un excellent exemple dans un de mes romans préférés qui est 1984 de George Orwell. Ce roman se passe en Angleterre sous un régime ultra-totalitaire, Langsock, qui vise à contrôler totalement ses habitants. Les parallèles avec la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui sont criants et c'est pour ça que je ne vous encouragerai jamais assez à le lire. Ce roman nous présente une forme de contrôle de la pensée grâce à une modification progressive du langage. Ce nouveau langage s'appelle le novlangue et n'est qu'une version extrêmement appauvrie du langage d'origine, qui est en fait l'anglais mais qu'ils appellent l'ancilangue. Dans l'appendice du roman, Orwell nous décrit les principes du novlangue. Je vous en cite un court passage. Il était entendu que lorsque le novlangue serait une fois pour toutes adopté et que l'ancilangue serait oublié, une idée hérétique, c'est-à-dire une idée s'écartant des principes de Langsock, serait littéralement impensable, du moins dans la mesure où la pensée dépend des mots. Donc voilà pour ce passage et je vous invite à regarder la vidéo de Monsieur Phi que j'ai trouvé très bien faite si le sujet vous intéresse. Mais pour faire le parallèle entre 1984 et 2017, je vais une nouvelle fois laisser la parole à Monsieur Franck Lepage que je vous invite aussi à rechercher par vous-même. Dans ces années-là, les pauvres, encore un mot en train de disparaître, je trouve ça très bien, il y a de moins en moins de pauvres. Donc dans ces années-là, les pauvres, quand on était travailleur social, voyez, éducateur, on les appelait des exploités. Je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai. Ça ne nous posait aucun problème de les désigner comme des exploités, donc de les penser comme des exploités. Vous voyez. Alors, exploiter, vous comprenez bien, est un mot terriblement embêtant pour le pouvoir. Puisqu'il désigne la personne non pas comme un état, mais comme le résultat d'un processus qui est l'exploitation. Alors évidemment, quand vous dites de quelqu'un que c'est un exploité, tout de suite, vous cherchez qui l'exploite. Le pouvoir nous fait comprendre que ça serait bien, désormais, d'appeler ces gens-là plutôt des défavorisés. Bon. Alors, regardez bien, c'est très très rigolo. C'est le même mec, dans la même situation, hein. Mais alors dans un cas, il a été exploité par quelqu'un, dans l'autre, il n'a pas eu de bol. Samedi prochain, nous parlerons de réalité consensuelle, c'est-à-dire ce que nous acceptons tous comme étant réel. Nous verrons comment cette réalité consensuelle est instaurée et maintenue et comment elle influence notre façon de penser et d'agir. Je souhaite remercier tous les tipeurs qui me soutiennent financièrement, que ce soit sur Tipeee ou en Bitcoin, Ethereum ou Litecoin. Je remercie aussi tous ceux qui commentent mes vidéos et qui les partagent, ainsi que tous ceux qui m'envoient des messages perso, ça me fait super plaisir. Je dois dire que je suis vraiment content d'avoir une communauté aussi engagée et positive, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à samedi prochain pour la vidéo suivante de cette mini-série. Allez, salut!